Eh bien, bonsoir. Je me nomme, alors je me prénomme Emmanuel. Précisément, je m'appelle Emmanuel Na. Je suis camerounais, bien évidemment. Je pense qu'on va m'entendre, c'est pour ça. Je suis né à Douala, il y a longtemps. Je suis arrivé en Russie il y a pratiquement déjà 8 ans ou 9 ans. Et je dirais que je suis arrivé en Russie en plus précisément en 2016, à Moscou, où j'ai fait une année de langue. Ensuite, je suis arrivé à Rizan pour suivre une formation de télécom. En quelques mots, je dirais que c'est ce qu'on peut savoir de moi pour l'instant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre vie professionnelle footballistique ou bien votre vie de foot avec le football, votre relation avec le football? Comment ça a commencé jusqu'à ce que nous nous rencontrions? Eh bien, ma relation avec le football a commencé depuis très longtemps. J'ai commencé à jouer depuis le Cameroun, à l'académie de Cambrai. Déjà parce que mon papa a travaillé à la compagnie des chemins de fer, plus précisément Cambrai à ce moment-là. Et en principe, tous les enfants des travailleurs de cette compagnie avaient la possibilité de choisir, on va dire quoi, deux ou trois types de sport, quoi. Et à ce moment, j'ai choisi, je me rappelle encore, le rugby, le football et le tennis, le grand tennis, précisément. Mais au tennis, c'était compliqué parce qu'on me demandait de faire beaucoup de pompes et j'étais plutôt assez paresseux, je ne voulais pas trop faire les pompes, ainsi de suite. Le rugby, c'était plutôt bien. Là-bas, j'avais surtout un poste de coureur, il fallait recevoir la balle et courir, mais des contacts très brusques et aussi des contacts très brutaux avec les adversaires m'ont également fait fuir ce sport-là. Et au final, je me suis retourné vers le football. Le football a commencé depuis que je suis au CE1, précisément. Et depuis lors, j'ai pratiqué en académie. Ensuite, j'ai fait l'académie du Sénat. Plus précisément, c'est le centre académique de Djimandjimba, à ce moment-là, qui était sociétaire de Manchester United. Donc, pratiquement chaque année ou chaque décembre, il revient nous voir au Cameroun. Et il y avait eu beaucoup de, on va dire comme ça, beaucoup de rêves pour ceux-là qui pensaient un jour que nous prendre, nous amener en Angleterre ou alors en Europe et ainsi de suite. Mais bon, parmi nous, certaines personnes qu'on a réussi à avoir des petits contrats avec les brasseries ou alors la caisse. Mais nous qui sommes assez bons, on n'a pas trop réussi à avoir ces chances-là. Mais bon, on est resté quand même dans la structure du club. Mais à un moment donné, quand j'étais en troisième, il y a fait un gros choix. C'est-à-dire soit nous concentrer pleinement sur le football, c'est-à-dire m'entraîner, jouer nuit, être footballeur, ou alors choisir les études. Et je pense que le choix, on connaît tous quand on a des familles qui sont passées néanties, c'est compliqué avec les parents de se dire que tu vas laisser les études ou alors tu vas les faire peut-être la moitié et de prendre le football. Voilà. Donc déjà mes parents ont décidé que je ne pourrais pas, bien que pour l'instant je voulais d'abord avoir un bon background au niveau des études et puis après on verra. Mais le football c'est ça aussi, si tu commences pas tôt, et on va dire quoi, commence pas tôt, c'est compliqué après parce que tu n'as pas les notions de base, tu n'as pas toutes les notions qui te font en fait. Voilà. Donc au final, j'ai continué à mes études. J'ai un peu avec le football d'académie, tout ça, j'ai continué à jouer au quartier, comme on dit d'habitude. Et c'est seulement après le baccalauréat, quand je suis allé en première université en Guadeloupe, précisément, j'ai réussi à trouver un club qui jouait la 4e division, c'est-à-dire la départementale, plus précisément Moussango FC. Où j'ai pas vraiment joué tournoi, on a fait beaucoup de tests, on a fait beaucoup de petits matchs amicaux, mais au final, je ne suis pas arrivé au moment où il fallait, on va dire quoi, commencer le tournoi parce que après ça j'ai voyagé et je suis arrivé en Russie. Donc voilà un peu mon parcours footballistique du Cameroun. En Russie, déjà il faut dire qu'au Cameroun j'ai eu un poste, je vais dire mon poste c'était celui de milieu de terrain ou milieu offensif. Je n'ai pas beaucoup de qualités de rapidité ou alors de vivacité ou alors de motricité parfois, mais j'avais plus des qualités de penseur, de bonnes passes, ainsi de suite, même pas de frappe, mais bonnes passes, ainsi de suite. Mais arrivant en Russie, je ne sais pas comment c'est passé, les Russes ont développé en moi
un caractère un caractère rapide, quoi. C'est-à-dire, ils m'ont injecté des notions de vitesse, des notions de puissance, des notions d'accélération. Je me suis trouvé ici à jouer maintenant milieu de couloir, avant-centre, ou alors pour prendre latéral. Et en Russie, surtout dans les zones, on va dire quoi, central comme celle-ci, où il fait assez froid, le football est divisé en deux parties. C'est-à-dire, il y a un football qu'on va jouer à l'air libre pendant la période d'été, quoi, ou alors peut-être quand il fait un peu plus chaud. On joue le grand football, on joue le football en 8 contre 8. Donc, quand ça fait froid, tout le monde se retourne du côté de la salle pour le futsal. Si vraiment tu veux être un joueur qui va vouloir pratiquer le football de manière amateur, quoi, il faut le préciser, de manière aussi permanente, il faut avoir des notions de futsal pour pouvoir jouer et à l'extérieur quand il fait chaud, le grand football que nous on aime, et aussi en salle quand il commence à faire froid avec le mini-football. Grâce à ma notion de mini-football, j'ai réussi à acquérir cette pensée-là qui me permet d'être assez universel désormais. C'est-à-dire, si au départ, depuis quand j'étais milieu de terrain, on va dire ça comme ça, en Russie, j'ai commencé à être milieu de couloir, désormais, avec mes notions de mini-football et de tactique que j'ai dans la tête, je commence à jouer aussi parfois latéral, parfois avant-centre, et parfois milieu relayeur, ainsi de suite. Donc, je vais dire que c'est un gros cadeau comme entraîneur à l'envoi, hein, parce qu'un jeu universel, c'est pas donné à tout le monde. Alors, voilà, bon, désolé pour la blague, mais bon, et, il faut dire clairement, c'est la même aussi une très bonne chose en réalité d'être universel, parce que quand tu es universel, tu es capable d'intégrer plusieurs équipes. Disons que avec cette notion que j'ai acquérie là, j'ai réussi quand même aussi à être, on va dire quoi, avant-centre parfois, un poste où j'avais jamais joué, mais le fait d'étudier, le fait de voir comment ça se passe, le fait de s'entraîner m'ont permis aussi d'acquérir cette notion-là. Grâce à ça, j'ai réussi à être, on va dire quoi, capitaine de mon équipe de la radio universitaire. J'ai fréquenté plus précisément la radio académie ici à Rixan, et depuis la création de cette université-là, il n'y a pas encore eu on va dire ça comme ça, un capitaine de l'équipe de football. Donc, en réalité, de manière historique, je vais dire que je suis le premier capitaine étranger de l'équipe de football de notre université. Ça a été un grand honneur que le coach me nomme ainsi, parce que c'était vraiment inattendu de voir que ce soit un Camerounais ou alors un Africain qui détient le brassard et qui va, on va dire quoi, être le commandant de cette équipe avec des Russes. Et grâce à cette notion-là, j'ai réussi dans l'équipe un doublé historique. Aucune université à Rixan n'avait encore réussi à gagner en une année le tournoi interuniversitaire de mini-football, et dans la même année le tournoi de football 11 contre 11. Donc mini-football se joue souvent en février, janvier, et le tournoi 11 contre 11 se joue souvent à partir de mai, juin. Et on était la première équipe en 2022 qui a réussi à gagner ce tournoi-là, ces deux tournois en une année. Et cette année j'étais justement capitaine, et en même temps aussi, on va dire quoi, co-entraîneur de l'équipe de futsal de l'université. Donc c'était vraiment un grand succès. Je pense que là, par rapport au football, je dirais que c'est pas ça mon parcours. Mais je pense qu'on a beaucoup parlé aussi de mon parcours en tant que joueur de l'université. Mais si on parle de joueur on va dire quoi, d'un club amateur ici à Riazan, mon club actuel c'est Azagro Football Club. Avant ça, j'ai réussi à avoir, on va dire quoi, une dizaine de clubs au préalable avant celle-ci. On peut citer Apelsine, Riaz Guimoro, avec qui j'ai fait une année aussi. On va citer Etrocet, After Import, il y en a beaucoup. Mais celle actuellement où je suis joueur est Azagro Football Club. Et bien pour Azagro Football Club, je joue déjà plus précisément 5 ans et 3 mois. Donc disons que c'est la 6e année qui est en cours. Pensez-vous que votre jeu a été amélioré depuis que vous êtes arrivé en Russie? Si oui, comment? Avec quel club précisément? Quel est le coach là qui a pu dénicher toutes ces qualités en vous, qui a pu développer toutes ces facultés que vous avez aujourd'hui, d'être un joueur pratiquement polyvalent au stade, qui peut jouer sur n'importe quel poste pour aider son équipe? Eh bien, déjà pour la première question, je dirais que oui, mon jeu a été très amélioré ici en Russie, surtout sur le plan tactique. J'ai réussi à comprendre beaucoup de choses qu'avant je ne pouvais pas voir. Mais il faut noter aussi que c'est des notions qui arrivent aussi un peu avec l'âge, aussi un peu avec l'expérience. Plus tu joues des matchs, plus tu joues à des tournois, on va dire un peu élevés, tu commences à prendre un peu plus d'expérience, quoi.
Donc, disons que oui, mon jeu a nettement été amélioré depuis que je suis en Russie, nettement. Ce coach-là, qui m'a déniché déjà, c'est un coach, on va dire quoi. Déjà, d'abord à Moscou, c'est un coach russe qui m'a déniché, on l'appelait Dia. Et Dia en français veut dire oncle. On l'appelait oncle Vova. Donc on l'appelait oncle Vova. Qui m'a vu jouer une fois et qui a demandé à ce que je joue avec son équipe dans leur ville, quoi. Donc, je vais à Moscou et il me payait mon transport, aller-retour, il me logeait, il me donnait à manger, il me donnait aussi carrément aussi un petit, des petits primes, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai réussi à développer cette nouvelle, cette nouvelle notion de rapidité, par exemple, parce qu'il m'expliquait beaucoup de choses, quoi. Voilà. Mais c'était pas encore parfait. Donc, c'est après que je suis arrivé à Riazan. J'ai encore eu 2-3 cours parce que ici à Riazan, il n'y a pas vraiment des entraîneurs qui sont pas certifiés, avec qui on s'entraîne dans les clubs amateurs. C'est juste des personnes qui ont un background footballistique assez bon quand même. Et grâce à celui-ci, ils réussissent maintenant à pouvoir transmettre la notion-là sur leur coéquipier parfois. Parce que parfois, il faut savoir que c'est des joueurs qui sont contre, qui sont entraîneurs-joueurs, voilà. C'est des entraîneurs-joueurs. Et soit pendant le stade, ils t'expliquent comment tu dois bouger, et ainsi de suite. Ou alors, s'ils décidaient que totalement entraîneur, vous entraînez bien évidemment en semaine et les week-ends vous jouez. Et je pense que beaucoup de ces joueurs-là qui ont eu ce background footballistique là, c'est important pour des gens comme toi de recevoir des conseils parce que ils savent ce que c'est que le ballon. Ils savent, on va dire pas totalement parce que c'est une possibilité professionnelle, mais en réalité ils savent comment t'expliquer parce qu'ils connaissent le niveau du football amateur dans lequel on joue maintenant. Ils savent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, s'il faut reprendre la question sur de dire quel coach là clairement m'a rendu assez universel, je vais dire que c'est mon coach actuel qui est Alek Tarasov, le coach de Riazan Football Club, qui, on va dire quoi, m'a inculqué ces notions-là de surtout tactique, parce que je pense que je suis arrivé dans ce club déjà avec des notions plutôt physiques ou athlétiques, à peu près. Et les notions tactiques m'ont été beaucoup inculquées par cet entraîneur-là. Je me rappelle encore un jour où j'étais assis au travail et je pense que dans la soirée, on devait avoir un match contre une équipe et j'étais censé jouer milieu couloir gauche au droit, c'est trop. Et on avait notre latéral gauche qui est tombé malade. Et pendant que je travaille, 10h, 11h par là, mon coach m'écrit sur VK. VK qui est la plateforme, c'est un réseau social, c'est un peu comme Facebook ici en Russie. Il m'écrit sur VK, il me dit salut Manu, comment tu vas, j'espère que tu vas bien, j'espère que ce soir on se verra, ainsi de suite. Et il m'envoie une vidéo, il m'envoie un lien sur YouTube. Je vois la vidéo, qui me redirige sur YouTube, et la vidéo est intitulée comment défendre en tant que latéral gauche. J'ai dit, mon gars, tu es sérieux, mon type? Je suis sérieux, man. Et puis, il dit qu'il n'aime pas les histoires de défense aussi. Je suis un milieu couloir, je suis un milieu terrain, ou bien alors, je suis en avançant. Comment je peux m'envoyer une vidéo sur comment défendre en tant que latéral gauche? En plus, en gauche même. Il dit, Manu, tu sais que tu es le seul qui peut nous aider parce que tu es assez rapide, surtout que on a l'adversaire qui est milieu couloir. Qui est le couloir droit, qui est très vif, qui est très rapide et sans toi on peut voir la vérité et ainsi de suite. Et je pense que moi aussi c'était ça pour défendre. Mais bon, j'ai pris la vidéo, je l'ai regardée pendant moi 3 ou 4 fois. Et je pense que ce match on l'a gagné, soit 2-0, soit 2-1. Mais il faut noter que ce jour-là j'ai beaucoup souffert. Parce que l'adversaire, le milieu, le couloir droit était vraiment très très vif. Et il m'a même effacé à un moment donné. Mais facilement, il a marqué un but, je crois que c'était le 1-1. Mais au final, on a réussi à marquer un deuxième but et on l'a gagné. Donc, c'est un peu, à force de répéter ces moments-ci où parfois on a manque de jouer à un poste. Et on sait que bon, en principe, il n'y a que Manu qui peut souvent dépanner ici ou bien là. C'est un peu ça qui m'a donné cette notion-là de pouvoir être pratiquement universel, soit dans le football ou soit même au futsal. Oui, bien sûr, tout le monde, comme tout club, dans la saison. Bien évidemment, nous sommes un club amateur, mais nous sommes des saisons. Disons que il y a la saison d'hiver, la saison d'été. Pendant la saison d'été, nous avons les tournois comme
le football, on va dire ça comme ça, si on compare au système on va dire camerounais, c'est à peu près comme aussi la départementale. Donc c'est un tournoi où on réunit toutes les équipes de la ville et on fait un championnat. Donc, on appelle ça championnat de la ville d'Oyazan. Et cette année, nous sommes sortis premiers sur 10 équipes. C'est un tournoi qui se joue dans tous les salles de la ville. Assez prestigieux d'ailleurs parce que tout le monde, il ne faut pas se mentir, tout le monde aime le grand football. Il fait chaud, c'est l'été, il y a des gens qui viennent au stade, surtout que l'entrée est gratuite toujours, qui viennent au stade pour le football. Et surtout quand les matchs sont assez disputés, c'est-à-dire les deux équipes sont très fortes. C'est un match très attractif et il y a souvent beaucoup de gens au niveau des tribunes. Et ça fait un bon au cœur d'être, on va dire quoi, participant de ce genre de match là parce que c'est vraiment très regardé. Donc ce tournoi est sorti premier. Un deuxième tournoi, le tournoi de qualificatif du football 8 contre 8 qui nous amène qui est censé nous amener à sortir chaque année. Ce tournoi nous sommes sortis deuxième. Par rapport encore à la saison d'été, il y a un tournoi également régional. Si on fait encore le comparatif avec le Cameroun, c'est le championnat régional. Et là aussi, nous sommes sortis premiers. Mais en réalité, ce tournoi-là, j'ai joué avec une autre équipe qui s'appelle Okamalako. Okamalako qui veut dire en français Okalais, le lait comme le lait qu'on boit. Mais en principe, cette équipe-là est constituée de 80% des joueurs d'Azago. C'est vrai que le nom a changé, mais en réalité, ce sont les joueurs d'une même structure qui ont joué dans cette équipe-là. Et si on regarde un peu plus tôt, c'est-à-dire pendant la saison d'hiver, ça a été une année très productive pour le club. Parce que c'est une année où on a ramassé tous les tournois de futsal de la saison. En futsal, il y a chaque saison, il y a 3 tournois. Donc ces 3 tournois-là ont été remportés par notre club en tableau. Et c'est aussi un moment historique parce que aucune équipe encore n'a réussi à effectuer ce triple-là. Donc disons que cette année a été très positive pour l'équipe parce que on a pratiquement tout ramassé en dehors justement du championnat qualificatif 8 contre 8 nous amène à sortir. On est sorti deuxième. Et également un tournoi en été de 5 contre 5 où également sorti deuxième. Et aussi un tournoi de 6 contre 6 que nous avons remporté, qu'on appelle LKLF. Donc disons que cette année a été très positive et si on va faire le décompte, disons que cette année on a réussi à remporter 5 tournois. On a réussi à avoir la deuxième place dans 2 tournois. Et actuellement il y a un tournoi qui se joue, qui est le tournoi de salle. Pour l'instant nous sommes encore en course et d'ici quelques jours on va jouer les 8e de finale. Et bien pour cette année, comme je vous l'ai dit au préalable, cette année 5 médailles d'or, 2 d'argent, 3 d'argent pardon, et c'est tout. Et actuellement il y a un tournoi qui se joue. Et si on parle en général avec Azago, c'est compliqué de de compter, mais je pense que on a eu beaucoup de médailles d'or. C'est vrai que comme vous pouvez le voir, j'ai eu beaucoup de médailles d'or, mais c'est avec différents clubs. Il y a beaucoup de médailles d'argent aussi. C'est presque, on va dire pas que c'est incontable, mais bon, c'est quand même beaucoup. Celles-là qui ont été clés, celles-là qui ont été très importantes, c'est vraiment le championnat régional en 2023, mais également aussi le tournoi avec mon université de Radio Academy où j'ai réussi à remporter, comme je l'ai dit, historiquement les 2 tournois de l'année. À part ça, il y a eu beaucoup de tournois aussi, mais un tournoi aussi qui était très marquant, qui était très, on va dire quoi, très de manière émotionnelle, qui est un tournoi qui nous a beaucoup rassemblé, surtout les Africains. C'était en 2020 où avec des Camerounais ou les Africains, nous avons décidé
nous les Africains, d'habitude, il faut être clair. En plus, les Africains sont très très faibles au niveau de futsal. C'est compliqué de voir des Africains surtout de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, ainsi de suite, d'être assez bon au futsal. C'est très compliqué parce que les mouvements sont différents, les contrôles sont différents, la manière de frapper est différente. C'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes ici qui arrivent ici en Russie et qui ont du mal à s'adapter à ce nouveau football en fait. Mais alors en 2020, avec nos compatriotes et aussi même nos frères africains, on a décidé de former une équipe pour jouer le championnat de la ville en 2020. Et on avait un gros problème de gardien. D'habitude, les Camerounais ou alors les Africains ne savent pas jouer dans les buts. Donc on est obligé de trouver un gardien russe qu'on appelait Dima, qui a décidé de nous aider. Cette année-là, avec nos notions assez très féminines de football, on a réussi à passer la phase de poule de manière très brillante, en gagnant tous les matchs. Et aussi arriver en phase de playoff. Premier tour, on le passe aussi facilement. Un deuxième tour, un peu plus compliqué, mais bon, on réussit à le passer. En quart de finale, aussi assez compliqué, et on le passe aussi de manière brillante, quoi. Demi-finale, un peu plus dur, où on réussit également à traverser avec une équipe assez amoindrie, parce qu'il y a certains aussi qui se sont blessés, d'autres qui ne souhaitaient pas le rythme parce que il faut jouer parfois samedi, dimanche, 2 matchs, parfois 3 matchs. Ça commence à être dur sur les muscles, quoi. Et au final, nous sommes arrivés en finale. Désolé pour la tautologie. Nous sommes arrivés en finale. Une finale très mouvementée. C'est une finale qui veut dire, je ne me rappelle vraiment pas qu'il y ait une finale comme ça qui rassemblait autant d'Africains dans une salle dans un manège de football, contre une équipe assez très réputée ici dans la ville, avec des joueurs plutôt très bons, des joueurs expérimentés, tous des Russes. Et nous, Africains, qui avons un peu de notion en mini-football, on s'affronte à ces joueurs-là qui sont ils sont des masters, on va dire quoi, en mini-football. Eh bien, ça va vraiment plutôt très bien. Mais je pense qu'on s'est fait miner. Je pense 1-0. Et je crois qu'en deuxième mi-temps, la fin de la deuxième mi-temps, ou alors à quelques minutes de la fin du match, je pense que j'égalise. À ce moment-là, je me fait le panenka. Il a beaucoup fait le panenka. Et j'ai réussi, on va dire quoi, un petit lobe, et on égalise. Et la salle a tellement crié que je me rappelle même que la maman qui filmait, on l'appelle maman Olga Sharomova, qui filmait, sa caméra quand même manquait. Parce que le stade criait, les Camerounais criaient, c'était super. C'était pas tout le monde si prestigieux, mais juste le fait d'avoir tous ces frères, toutes ces communautés réunies, ce sont les Camerounais. C'est vrai que la majorité de l'équipe était des Camerounais. On avait aussi des Sud-Africains, on avait des Algériens, on avait des Naïdjas, on avait également des Ghanéens. Oui. Les Camerounais justement étaient la majorité. J'étais le capitaine. Mais on était vraiment très soudés. Alors, pendant la finale, toutes ces communautés-là ont été réunies et c'était vraiment une grande fête. Parce que, malgré le fait que pendant les prolongations, parce que comme je l'ai déjà égalisé, ce Blanc nous a envoyé aux prolongations. Nos prolongations, on n'a pas si bien joué. On s'était battu au final 2 buts contre 1. Mais malgré cette défaite-là, ça n'a rien enlevé à nous, cette joie-là qu'on a eu de se rencontrer, de se rassembler, de se filmer, de danser, d'avoir fait la fête après ce match-là. C'était vraiment super. Donc, c'était pas un tournoi prestigieux, ou alors même très, on va dire quoi, très gradé en termes de niveau de jeu, mais c'est cette fête-là de rassembler ses frères et de savoir que, même étant loin de nos familles ou alors loin de nos pays, on réussit quand même ici, sur une terre étrangère, à être ensemble. Est-ce qu'il y a eu un événement ou bien un championnat cette année qui vous a marqué, qui a peut-être ravivé quelques sentiments en vous durant votre carrière? Alors, parmi les tournois cette année qui m'ont beaucoup marqué, ou alors qui me marquent d'ailleurs toujours, en réalité il y a 2 tournois, de 8 contre 8 quand on joue à Moscou, le plus souvent à peu près entre mai et juin, ou alors entre avril et juin. Et également le tournoi
8 contre 8 de Sochi, qui se joue de manière régulière en novembre. C'est 2 tournois qui rassemblent les équipes les plus fortes dans toutes les régions de la Russie en termes du football 8 contre 8. Et c'est tellement merveilleux de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux joueurs, de nouvelles confrontations, parce que quand tu joues chaque année contre le même adversaire, contre les mêmes équipes, en réalité, à un moment donné, ça peut être un peu ennuyant, ou alors tu n'es plus assez motivé parce que cette équipe, tu l'as battue à quelques fois, N fois par exemple, et tu as battu N fois aussi, et il n'y a plus ce boom là quand tu joues contre elle en fait. Et par contre, quand tu joues contre de nouvelles personnes, tu ressens encore, on va dire quoi, ce feu-là. Se dit que ouais, tu peux encore expérimenter telle ou telle chose, ou alors tu peux essayer de voir si ton niveau encore c'est bon ou pas. Voilà. Donc ces tournois sont très importants. Déjà pas seulement pour moi, pour le club et aussi même pour la ville. Parce que déjà, il faut voir comment les équipes de chaque région se battent pour pouvoir participer à ces tournois-là, c'est-à-dire de Sochi ou de Moscou. Parce que comme c'est un tournoi qui rassemble toutes les régions, c'est impossible de prendre toutes les équipes de chaque région. Et par conséquent, il va falloir être sélectionné pour pouvoir intégrer ce tournoi. Le championnat de Sochi, déjà d'abord il faut le dire, c'est le championnat russe de 8 contre 8 qui se joue à Sochi. Donc c'est pas vraiment le championnat de Sochi, c'est juste parce que en novembre, le sud de la Russie, alors Sochi, est cette région en Russie où on a la possibilité encore, c'est pas la seule, c'est vrai, mais c'est l'une de ces régions où on a encore la possibilité de jouer au football à l'extérieur et d'être plutôt à l'aise. C'est pourquoi le championnat de 8 contre 8 de la Russie, le football amateur, se joue presque toujours à Sochi. Et alors les critères de sélection pour intégrer ou alors pour aller à ce tournoi-là, ils sont plutôt, on va dire quoi, standards. Chaque région a un tournoi sélectif, c'est-à-dire dans chaque région, les équipes qui veulent prétendre à être sélectionnées parmi celles-là qui vont aller jouer à Sochi, le championnat de la Russie, vont se faire sélectionner dans leur région. Ça veut dire que chaque région, par exemple, une région par exemple peut avoir 10 équipes, ou alors 12, et ainsi de suite, et elles vont jouer entre elles. Donc au final, le champion, le plus souvent le champion, est celui-là qui est sélectionné pour aller jouer à Sochi après. Maintenant, il y a aussi un système de quotas. Parce que chaque région a un rating. C'est-à-dire qu'il y a un ordre qu'on donne à chaque région. Ça dépend si la région est assez très développée au niveau du football contre 8. Si la région, par exemple, a beaucoup de participants au niveau du championnat sélectif. Parfois, les quotas peuvent différencier entre régions. Exemple, une région qui a peu de participants, par exemple au niveau du tournoi sélectif, on va avoir seulement une seule équipe qu'on va choisir pour aller jouer à Sochi, c'est-à-dire c'est l'équipe qui va gagner. Et les autres qui sont, on va dire quoi, plus développés ou alors qui ont plus de participants au niveau du tournoi sélectif, le plus souvent ont deux équipes qu'on va prendre pour aller jouer à Sochi, c'est-à-dire le premier et le deuxième. Très rares sont les régions qui réussissent à avoir trois équipes. Le plus souvent c'est deux équipes par région ou alors une seule. Le championnat russe 8 contre 8 2024 était la 13e édition et Azar Group y participe déjà depuis plus précisément depuis déjà 6 ans aujourd'hui, et moi avec Azar Group ça va déjà faire la 4e année que je participe avec elle. La première fois, comme toutes les premières fois, est très, très particulière parce que tu ne sais pas quoi t'attendre. Déjà, d'abord, le tournoi sélectif ici était très rude parce que c'était justement la première année après la pandémie qui allait encore falloir réunir les équipes de chaque région à Sochi après la pandémie. Et justement, pendant la pandémie, beaucoup de joueurs étaient en suspens, personne ne jouait pratiquement. Et quand il était annoncé que on va relancer ce tournoi-là dans le football, tout le monde s'est remis au travail et tout le monde avait cette grosse envie-là de gagner le tournoi pour pouvoir aller à Sochi. Donc c'était vraiment un tournoi sélectif très très rude. Mais au final, on a réussi à le gagner et nous sommes allés à Sochi.
Alors la première fois était justement très particulière pour moi, surtout parce que c'était la professionnelle, c'était justement la première expérience. J'étais allé à Sodia une fois, c'est vrai, mais pas pour jouer au football. Mais là, il fallait m'en aller jouer, il fallait rencontrer ces nouveaux visages là, que j'avais jamais vus, ou alors parfois ces joueurs professionnels. Si maintenant les joueurs professionnels sont interdits de jouer à ce tournoi, à ce moment-là, en 2020, il était permis encore aux joueurs professionnels de pouvoir le jouer. Et comme il se joue en novembre, parfois décembre, les clubs professionnels étaient souvent en vacances. Raison pour laquelle certains clubs se permettaient d'intégrer dans la liste des joueurs déjà professionnels. Et comme des joueurs comme ça, c'est très compliqué. Ils sont plus rapides, ils sont plus vite, ils ont plus de... ils font tout rapidement en fait. C'est très compliqué de jouer contre eux. On a très mal joué tout le monde, on a très mal participé. Je pense qu'on est sorti des phases de poule, c'est vrai, mais juste après le premier tour de playoff, on s'est fait éliminer. Voilà, donc c'était un peu ça la première fois. Mais ça m'a beaucoup marqué parce que c'était vraiment très cool. Et dans une très jolie ville où on a vu la plage, le soleil. Tout est beau en fait. Tout est beau et c'était vraiment une très bonne expérience. Alors cette année n'a pas été également très productive parce que on a réussi à gagner seulement un match sur 4. Nous sommes sortis des poules, une fois de plus encore. Mais arrivé au premier tour de playoff, nous sommes, on va dire quoi, heureusement, alors, malheureusement pour nous, tombés sur le finaliste de l'année passée, qui était l'équipe de Domadi Edouard. Une équipe plutôt très forte. C'est vrai que cette année, ils ont été un peu réduits au niveau de l'effectif parce que un ou deux de jeunes n'étaient pas là. Mais ça n'enlève rien au fait qu'ils sont très efficaces au niveau du football. Au final, on a perdu 2 contre 1 et on s'est fait éliminer. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé des tournois où on n'a pas du tout bien participé ou alors où on a été très bon. Mais en 2022, toujours le même championnat de la Russie pour le football 8 contre 8, on a réussi à avoir un très bon résultat. Il n'est pas super bon, mais il était mieux que les autres. Et c'est pour l'instant le meilleur qu'une équipe de notre région a réussi à avoir à ce championnat-là. En 2022, nous avons passé les phases de poule sans défaite, un match nul et une victoire. Et et après les phases de poule, on a passé le premier tour des playoffs, qui était comme des barrages. On a réussi à le passer. Ensuite, nous sommes arrivés en 16e de finale. Nous avons réussi à gagner. En 8e de finale contre une équipe de Saint-Pétersbourg super forte, on va dire quoi, de notre niveau quand même, mais ils avaient 2 costauds, des jumeaux qui avaient pratiquement 1m95 et au football 8 contre 8 c'est des caractéristiques qui sont très importantes au niveau des corners, au niveau des outs, comme ça va la main, vu que le terrain est très petit, est plutôt petit quoi. C'est des atouts qui sont très importants dans ce football là. Et justement, ce sont ces 2 géants là qui nous ont marqué 2 buts. Et ils ont battu 2-0. Néanmoins, pendant que le score est 1-0, on a marqué un but qui était assez propre. Mais le défenseur a réussi à l'enlever au niveau après la ligne. Mais le gardien, mais l'arbitre, d'après lui, surtout qu'ils sont 2, d'après eux, n'ont pas vu de but. Malheureusement, là-bas, il n'y a pas de VAR. Et c'était impossible de revoir cette action-là. C'était une injustice parce que réellement, il y avait réellement but. Parce qu'il y a un arbitre qui est comme un arbitre de touche, qui est censé quand même tracer cette trajectoire-là en fait. Il y a un arbitre qui est dans le stade et qui est aussi qui devrait être un peu plus proche. Mais bon, normalement c'est le football. Parfois c'est pas pour toi, parfois c'est pour toi. Donc au final, on a encaissé un 2e but parce que on a joué en inverteur numérique vu que après cette action-là, on a eu un joueur qui était vraiment très émotif, qui a grondé l'arbitre avec des mauvais mots entre parenthèses et a reçu le carton rouge. Et on a encore encaissé un 2e but. Et c'est ainsi qu'on a été éliminé. Mais en termes de contenu, c'était le tournoi le plus, on va dire quoi, le tournoi le plus effectué de notre part. On a beaucoup marqué, on n'a pas beaucoup encaissé, c'est vrai aussi. Et on a eu un football avec beaucoup de contenu en fait. Et c'était vraiment la meilleure, pour l'instant, meilleure participation d'une équipe de cette région au championnat russe 8 contre 8. Eh bien, c'est vrai que les gens, on a beaucoup parlé de football, mais c'est clair. Le football que l'on fait ici dans cette région, alors, pratiquement en Russie, pour les étrangers qui sont venus pour étudier,
C'est un football amateur. Ce qui indique que tout cela soit étudie ou alors soit il travaille. Et bien, comme je l'ai dit dès le départ, après mon étude de langue à Moscou, je suis venu à Rizan où j'ai fait des études de télécommunication. En 2021, j'ai réussi à avoir un bachelor en télécom. Et juste après, j'ai intégré un master dans la même filière que j'ai terminé en 2023. Pendant mon master, en début 2022, j'ai commencé à travailler à temps partiel dans une entreprise de IT en tant qu'administrateur réseau sur la base de Linux. Linux qui est un système d'exploitation un peu comme Windows, entre parenthèses. Donc, de 2022 jusqu'à aujourd'hui, je travaille en tant qu'administrateur réseau sur la base de Linux pour une compagnie IT qu'on appelle Altcraft. C'est la deuxième compagnie où je travaille parce que la première, je suis quitté de là pour intégrer une deuxième compagnie. Et bien au niveau du planning entre le football et ma profession, il y a une grosse chance que ici en Russie, au niveau du travail, le planning au niveau des congés ou alors des vacances se fait un an avant. Ça veut dire que pour 2025 déjà, on a déjà ce calendrier-là de congés par travailleur, quoi. Et aussi, la deuxième chance, c'est que les tournois, on va dire les tournois clés, comme celui de Sochi, on fait pratiquement une semaine, ou celui de Moscou, on fait pratiquement 5 jours. C'est également des tournois qui ont des dates approximatives. Ça veut dire que si Moscou se joue souvent en mai, le plus souvent, Sochi, c'est plutôt en novembre. Pourquoi j'ai la chance là que pendant le planning de mon congé, je donne déjà ces 2 périodes là déjà des congés. Ma vie personnelle, ma vie privée, je ne suis pas marié, je n'ai pas des enfants, j'ai une petite amie. Eh bien ça arrive des fois où il y a la possibilité d'aller avec elle. Comme par exemple un tournoi à Barreau-Neige, on était ensemble en 2022, ou alors parfois à Moscou le plus souvent. Pour l'instant, on n'a pas eu la possibilité d'aller sortir ensemble pour le football, mais on y était déjà allé une fois de manière touristique, quoi. Le niveau de notre club, Azar Group, justement, je ne suis pas un joueur professionnel, ce n'est pas ma profession, mais notre club a cette volonté-là de ne pas vouloir qu'on l'appelle un club amateur. Et déjà même sur une pancarte de notre club, c'est écrit club amateur professionnel ou bien professionnel amateur, quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est un club qui ne veut pas en fait qu'on appelle amateur. C'est pourquoi on a cette manière de faire les choses de manière professionnelle, quoi. S'entraîner 2 à 3 fois par semaine, jouer des tournois chaque week-end, mais aussi de là ajouter parfois des stages de préparation. On peut aller faire par exemple dans un camp des entraînements pendant 1 ou 2 semaines, ou alors aussi parfois injecter, c'est-à-dire un système de récupération. Ça peut être le sauna, ça peut être les massages, ou alors aussi la récupération avec les glaçons. Donc il y a beaucoup de ces procédures que le club intègre. Beaucoup se sentent un peu professionnels, quoi. Donc, mais en réalité, nous sommes amateurs, on n'a pas de contrat. Et bien, je dirais que une des choses que j'ai appris, c'est lorsque tu es dans un pays étranger, surtout dans celui-là où on parle encore une langue étrangère, déjà d'abord la première leçon que j'ai retenue, c'est comment s'intégrer. C'est très compliqué sans trouver un langage commun avec ton prochain, c'est-à-dire parfois le russe ou alors une personne étrangère qui est en face de toi. Si on n'avait pas un langage commun, ce sera compliqué pour toi de pouvoir même communiquer avec ces personnes-là. Je vais prendre mon cas. Pour moi, mon cas était très simple, c'était le football. Grâce au football, j'ai réussi à me faire des amis, j'ai réussi à comprendre mieux le russe, parce qu'en ayant des connaissances et en pratiquant beaucoup la langue,
j'ai réussi à un moment donné aussi à retenir. J'ai réussi à un moment donné à prendre des notions et se sentir toujours ouvert. Ne pas rester fermé. Parce que beaucoup de personnes qui sont ici, qui ont déjà fait 10, 15 ans, parfois même ne réussissent pas à avoir un niveau d'intégration, bien même un niveau de russe, de langue assez courant, parce qu'ils sont assez fermés. Donc, deuxièmement, il va dire qu'il ne faut pas être fermé. Donc, après avoir trouvé justement ce langage commun là, soyez ouvert. Troisièmement, je dirais qu'il ne faudrait pas avoir peur. Il ne faudrait pas se sentir, ouais, c'est comme ça, se sentir, comment je peux expliquer ça? Troisièmement, je dirais qu'il ne faudrait pas avoir peur, justement, de faire des erreurs. Voilà. Parce que le plus souvent, quand on commence à étudier une langue étrangère, l'un des gros blocus, ou alors la grande barrière, c'est ça, c'est cette peur-là de faire une erreur, cette peur-là de dire le mot qu'il ne faut pas, comme il ne faut pas, juste parce que ton prochain va peut-être se moquer de toi, les Russes, ou alors on va dire l'étranger, va se moquer de toi par exemple, ou alors va se dire que oh, tu n'as pas un bon accent. Tout ça, ça peut parfois, c'est vrai, il faut qu'on soit clair, ça peut parfois impacter celui-là que tu es, si tu n'es pas assez fort mentalement. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et quatrièmement, justement, il faut que fort mentalement. Vous savez, on n'est pas dans notre pays. Et à un moment donné, vous allez rencontrer des personnes qui ne seront pas toujours gentilles avec vous. Alors, si tu as un mental assez faible ou alors assez trop facile, tu peux très vite te décourager. Donc, mentalement, il faut être fort. Déjà que laisser nos familles de l'Afrique jusqu'ici, arriver dans un pays où il fait un climat qui n'est pas le nôtre, une langue qui n'est pas la nôtre, je ne connais personne. C'est compliqué, c'est vrai, mais c'est possible. Voilà pourquoi, voici à peu près les conseils que je peux donner à ceux-là qui veulent venir en Russie ou alors dans un pays étranger. Je pense que ce sont des conseils qui sont à peu près universels. Quel que soit le pays où tu vas aller, c'est des conseils universels, je pense. Et maintenant, s'il faudrait jumeler ta passion et tes études, là aussi, il faut être fort. Ta passion, c'est quelque chose que tu vas toujours vouloir faire, ça c'est clair. Mais il ne faudrait pas oublier l'essentiel. L'essentiel, quand tu viens, quand tu quittes ton pays, par exemple comme nous, ce sont les études. Donc, la passion, maintenant, c'est vrai qu'on l'aime. C'est vrai qu'on ne peut pas s'arrêter de la pratiquer, mais il faut qu'on garde toujours l'objectif principal, qui est les études. Et si justement, on a gardé la priorité, et que maintenant, avec ça, on injecte la passion, je pense que le combo est idéal pour avoir une vie plutôt épanouie dans un pays étranger. Et bien, pour terminer, je dirais clairement que tout est possible en réalité. Il ne faudrait pas se mettre des limites, parce que quand on veut réellement, on peut. Et quand ça commence à être compliqué, n'oubliez jamais une chose, c'est que le Tout-Puissant est avec nous. Mettre ses genoux au sol et faire beaucoup de prières, c'est aussi une grosse arme quand on est dans un pays étranger, surtout quand on est seul. Même si on n'est pas seul, c'est l'arme ultime qui nous permettra de combattre ou alors de braver toutes ces épreuves-là. Donc sur ce, abonnez-vous, partagez et likez la vidéo. Au revoir.